Bienvenue à la 20e édition de l'Université de la Terre, événement en partenariat avec l'UNESCO. Je suis Edwige Coupès, je suis journaliste, modératrice, écrivaine et cela fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur la santé globale. J'ai écrit un roman aussi sur la santé mentale chez les adolescents post-Covid. Je suis ravie et heureuse d'animer cette conférence qui a donc pour thématique santé mentale, une urgence silencieuse, des voix s'élèvent. Et on va écouter ces voix aujourd'hui. Vous le savez, la santé mentale a été désignée grande cause nationale 2025. Elle est aujourd'hui au cœur du débat public, mais elle est restée longtemps une urgence silencieuse, comme le dit ce titre de conférence. Pourtant, une personne sur 5 est touchée en France par un trouble psychique. 40% des étudiants souffrent de syndrome dépressif. Aujourd'hui, c'est la crise Covid qui a révélé la fragilité de notre système de soins avec des structures saturées, une pénurie de soignants. Et résultat, près de la moitié des personnes en souffrance n'ont pas accès à une prise en charge adapté. Voilà le constat dont nous allons parler aujourd'hui. Que faire donc face à ce qu'on peut appeler une crise de la santé mentale? Soigner, bien sûr, mais pas que. Éduquer aussi, prévenir, déstigmatiser. Ce sont les pistes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec nos 5 intervenants. On va les accueillir sur scène. Alors, nous allons commencer par Cynthia Fleury. Bonjour Cynthia. Vous êtes psychologue, psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire aussi de la chaire de philosophie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Tim Grayson, bonjour Tim, bienvenue, je vous laisse nous rejoindre. Vous êtes directeur sortant et créateur du laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sociales du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, président du réseau européen d'hôpitaux psychiatriques Enter Mental Health. Lila Lebas, bonjour, directrice engagement société de la Massif. Je vous laisse nous rejoindre Lila. Angèle Malâtre-Lansac, bonjour, vous êtes déléguée générale. Merci beaucoup. Délégué général de l'Alliance pour la santé mentale. Je vous laisse nous rejoindre, Angèle. Et Maxime Pérez Zitvogel. Bonjour Maxime, cofondateur de la Maison Perchée. Voilà, je vous laisse. Alors, a priori, vous avez pratiquement tous des micros, des verres d'eau aussi. Je vous laisse vous installer. Merci d'être présent cet après-midi au ministère de la Santé pour cette conférence. Donc, nous allons réfléchir ensemble à l'impact de nos modes de vie sur notre santé, sur notre environnement. Nous avons à peu près 1h30 devant nous, 1 heure de conversation avec nos intervenants. Et puis ensuite, ce sera à vous. Il y aura un temps d'échange. Notez vos questions si vous en avez et vous pourrez les poser. Un micro passera entre les rangs pour prendre vos questions. Voilà, je pense que j'ai donné le cadre. On va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Et s'il vous plaît, messieurs, dames, j'aimerais d'abord qu'on fasse un tour de table pour définir ce que c'est, tout simplement, que la santé mentale, pour qu'on parle tous de la même chose. Et vous allez le voir, vos approches vont être différentes, mais elles seront du coup complémentaires. Je me tourne d'abord vers vous, Cynthia Fleury, s'il vous plaît. Quelle est donc, tout simplement, votre définition de la santé mentale ? Bonjour à tous. Ma définition de la santé mentale, elle est assez simple. Je dirais une certaine forme de confiance dans sa capacité de régulation émotionnelle, et puis une certaine forme de confiance dans son aptitude à vivre sa liberté et sa responsabilité sans expérience d'effondrement psychique. Voilà. Donc le terme de confiance, c'est important effectivement et je vous remercie de le poser. Tim Grayson, quelle serait votre définition de la santé mentale? Est-ce que vous rejoignez Cynthia Fleury sur cette confiance que l'on peut ressentir pour cheminer dans la vie? La santé mentale, c'est quelque chose... Ça marche, ça? Oui, si vous le collez sous votre menton. La santé mentale, c'est quelque chose de génial. La santé mentale, c'est... Comme la santé physique, c'est quelque chose qui nous fait éclater. C'est vivre, c'est bien s'exprimer, c'est bien sentir dans sa tête. C'est comme fait cette dame là-bas, c'est rêver. Et cette dame là-bas, c'est dormir. La santé mentale, c'est toutes ces choses-là qui font que la vie dans la tête, la vie qu'on pense, la vie qu'on imagine est géniale.
En confiance et génial. On avance bien. Merci à tous les deux. Je continue mon tour de table. Lila Lebas, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre définition de la santé mentale ? Bonjour à toutes et à tous. Une définition, en tout cas, une manière de l'aborder aussi peut-être chez nous à la Massif, c'est de manière globale, c'est l'état de bien-être dans sa globalité. Cet enjeu pour nous de mettre la santé mentale aussi au cœur de nos différents dispositifs de prévention et de le connecter aux différents enjeux de transition et notamment aussi climatiques, puisque, je vais faire très court, mais on sait bien que les enjeux climatiques ont aussi des impacts sur le bien-être des personnes physiques, mais aussi de manière mentale. Et donc, on essaye d'aborder ce sujet de manière globale. Merci beaucoup. Là, on ajoute 3 mots, vous avez vu à notre définition, on ajoute ce mot de global, on ajoute ce mot de climat qui peut, là, perturber et la confiance et le côté génial et la joie dont parlait Tim Grayson. Maintenant, je vais passer le micro. Alors voilà, vous partagez ce micro, Angèle et Maxime. Angèle Malâtre, ça fait 12 ans que vous travaillez sur ce sujet de la santé mentale. J'aimerais entendre votre définition et puis peut-être aussi vous suggérer que ce mot de santé mentale, j'ai l'impression, moi en tout cas, qu'il a émergé d'il y a quelques années. J'ai l'impression que c'était beaucoup après le Covid. Finalement, avant, on en parlait quand même beaucoup moins. Donc, est-ce que vous pouvez nous associer votre définition à cette émergence comme ça de ce mot ? Oui, ce concept. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup de psychiatrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Et en réalité, c'est 2 notions qui sont très différentes. Pas de santé sans santé mentale. Ça a été dit vraiment. La définition de l'OMS, elle est très large, mais j'aime bien la donner. L'Organisation mondiale de la santé nous dit en fait que c'est un état de bien-être qui va permettre de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie et puis aussi de participer à la communauté. Donc, on est vraiment sur une définition très large. Et on peut être en mauvaise santé mentale sans avoir un trouble psychique. On peut aussi vivre avec un trouble psychique et avoir une bonne santé mentale. Donc, c'est 2 notions qui sont proches, mais qui ne sont pas identiques. Et je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et c'est vrai que depuis les confinements, alors dans les pays anglo-saxons, on en parle beaucoup depuis une vingtaine d'années. En France, on a un petit peu de retard là-dessus, mais c'est vrai que les confinements, avec tout ce qui s'est passé, notamment chez les jeunes, la dégradation de la santé mentale des jeunes, ça a fait qu'on en a plus parlé, que des personnalités ont pris la parole, des sportifs, des artistes, et c'est devenu un sujet, on va dire, un peu plus mainstream, un peu plus facile à aborder aujourd'hui. Merci Angèle Malâtre, et vous avez abordé donc cette thématique et cette définition avec ce prisme que l'OMS donne, donc d'état général de bien-être, et effectivement vous en parliez aussi, Lila. Maxime Pérez-Zitvogel, j'aimerais maintenant que vous nous donniez, vous, votre vision de la santé mentale. Je rappelle que vous avez fondé la Maison Perchée, qui est un lieu de ressources, d'accueil, d'entraide pour les personnes qui, comme vous, souffrent de troubles psychiques. Donc, quel est pour vous, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce concept de santé mentale ? Donc, bonjour à toutes et à tous, je rejoins ce que disait Angèle, mais voilà, donc vraiment le plus important, c'est qu'on a tous une santé mentale, on n'a pas tous un trouble psy comme moi, et c'est important de le rappeler. Je sais qu'avec ma cofondatrice concernée, elle aussi, on se dit souvent, voilà, en fait, il faut rendre plus visible l'handicap invisible, parce qu'in fine, c'est important d'une part, et on devrait tous apprendre à l'école, et je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui, donc in fine, qu'est-ce que c'est prendre soin de sa santé mentale, et qu'est-ce que c'est d'avoir un trouble psy, et qu'est-ce qu'il faut faire dans sa globalité pour prendre en considération ça et permettre à la personne d'aller mieux et d'aller vers, et de, comme disait Tim, de aussi vivre et de pas juste survivre. Fait vivre et non pas juste survivre. On va effectivement développer cette phrase qui est à la fois très dure et très belle. Je vous remercie pour cette définition. Si je reprends, du coup, on peut parler d'état général de bien-être, on peut parler de confiance pour cheminer vers l'avenir, avec une joie, ce côté génial dont vous parliez. Et puis, on comprend que c'est différent, effectivement, des troubles psy, et que ça peut être altéré par notamment le climat. Une fois qu'on a dressé tout ça et on comprend qu'en fait cette approche globale doit tenir compte de tous les facteurs, qu'ils soient socio-économiques et environnementaux, j'aimerais maintenant que l'on aille vers ce constat, cet état des lieux. Voilà, où en est la santé mentale aujourd'hui en France, pour qu'on en soit au point de titrer « Urgence silencieuse » pour cette conférence. Cynthia Fleury, à nouveau, je me tourne vers vous. Vous avez une expérience clinique de ce sujet, et j'aimerais que vous nous partagiez ce que vous pouvez observer de cette expérience.
Voilà. Avant d'aller sur le clinique, je peux vous dire que de toute façon, que ce soit les enquêtes OCDE, OMS, Santé publique France, donc pas qu'un phénomène purement franco-français, hein, c'est un phénomène, on a dans les sociétés occidentales et puis post-Covid, très clairement, on a une dégradation globale dans tous les segments des individus et plus spécifiquement, on l'a dit, chez les jeunes gens. Alors ça veut dire quoi, dégradation globale? Ça veut dire plus de troubles anxieux, ça veut dire plus de dépression, de conduite addictive, de troubles alimentaires, d'atteintes sur le sommeil, de sentiments d'éco-anxiété, on a une suicidalité qui est plus haute, etc. etc. Donc on a tous les curseurs qui montent comme ça et qui d'ailleurs avait fait dire il y a déjà longtemps à l'OMS que première cause de morbidité dans le monde, la dépression. Et donc, c'est quelque chose d'un vrai trend, d'une vraie tendance pour chacun d'entre nous. On l'explique assez bien d'ailleurs parce que indépendamment de toutes les questions plus physicalistes, entre guillemets, dans le sens où voilà, il y a tout le côté biologique, transformation du corps, exposome, que sais-je, etc. Mais il y a aussi des modes de vie. Il y a des régimes d'attention, il y a des régimes de saturation, il y a des régimes d'accélération qui font que, de toute façon, la digestion de tout cela est plus complexe. Voilà, donc indépendamment des perturbateurs endocriniens ou que sais-je, ou de toute la vision plus épidémio. Donc indépendamment de la vision épidémio, on sait de toute façon que l'épidémio, il faut toujours, l'épidémiologie, il faut la mêler aux sciences humaines et sociales pour lui donner sa pleine mesure. Donc ça, c'est quelque chose. Et dans ma clinique personnelle, entre guillemets, alors moi, je suis titulaire d'une chaire qui est celle, effectivement, du conservatoire, mais cette chaire, elle a un pendant hospitalier qui est au GHU, comme mon collègue au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, à Sainte-Anne. Depuis, on va fêter nos 10 ans en octobre 2025. Et cette chaire, elle développe quantité de choses. Alors, c'est une chaire qui est à disposition des services, donc elle n'est pas en voie directe avec les patients, même si ça se faufile un peu, hein, donc voilà, mais c'est pas, chacun, on laisse les médecins, voilà, et on fait. En revanche, on a quelque chose qui est la santé des soignants. Donc il y a beaucoup de choses, donc ça aussi on peut en dire quelque chose. Très clairement, ça aussi, c'est quelque chose qui a totalement bougé. Alors qui a bougé pas nécessairement parce qu'elle est plus grave. Il y a aussi un phénomène d'autorisation plus important, il y a un phénomène de déstigmatisation plus important, ça c'est un bon point, c'est-à-dire que les gens s'autorisent à dire j'ai un trouble, alors qu'auparavant ils ne le disaient pas, ou je me sens mal, et à expliquer cette vulnérabilité. Donc il ne faut pas voir dans l'explosion des chiffres qu'une explosion épidémique. Il y a aussi une normalisation de cette question de la santé mentale qui est plutôt un bon point. Mais sinon, oui, en clinique plus personnelle, quand ce n'est pas la clinique institutionnelle de supervision ou d'accompagnement de la clinique du burn-out des soignants, vous avez un très très grand retour de l'anxiété politique, je dirais. L'anxiété politique, c'est tout simplement l'état du monde. Alors ça a toujours été le cas, hein, c'est-à-dire c'est pas simplement mon état, mais c'est ma porosité à l'expérience d'effondrement global du monde, à l'expérience des vulnérabilités systémiques de ce monde. Qu'est-ce que c'est les vulnérabilités systémiques? Ça peut être la question des inondations, ça peut être la question des méga-feux, ça peut être la question du terrorisme, ça peut être la question des cyberattaques, ça peut être la question d'une pandémie, des Covid. C'est-à-dire que vous avez les individus qui vous expliquent que le sentiment de repli, de solipsisme, qui normalement est le solipsisme, pardon, pour nos camarades en terminale ou je ne sais pas, mais normalement ils savent, la position solipsiste, non. Bon, c'est tout simplement le fait d'être, comment on peut dire ça, on a un quant à soi, mais pas de manière désagréable, mais tout simplement une position où on est capable de faire référence à soi en plénitude. Donc la position solipsiste, c'est une solitude d'une certaine manière qui ne vient pas nous peser, mais qui vient nous aider
à nous penser nous-mêmes. On peut poser ça comme ça, si vous voulez. Tous, on a besoin. C'est cette, vous voyez, c'est cette maison intérieure. Bon, ben, les individus considèrent qu'il n'y a plus de maison intérieure. Ils sont en tout cas en atteinte directe là-dessus. Donc, sentiment comme ça que sans cesse, il y a des effractions. Hein. Le monde fait effraction et tout d'un coup, il n'y a plus de repli, non seulement dans le monde de façon territoriale. Beaucoup de gens me disent, mais où est-ce que je vais aller? Où est la maison, etc. Le refuge. Le refuge, la ville n'est plus ceci, n'est plus cela, etc. Donc, quel est le refuge et aussi quel est le refuge intérieur? Et bien évidemment, on sait bien que cette position qui n'est que dans le réfractaire au sens de repli, elle n'est pas jouable, bien évidemment, puisque la santé mentale, on va le dire, elle se joue dans le lien avec l'environnement, le lien avec autrui, et pas que dans la position d'un repli salutogène ou qui vous donne un sentiment comme ça de bien-être. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, et pour en discuter avec quantité de collègues, c'est voilà, c'est sur toute la... Encore une fois, sur toute la catégorie des patients. Merci pour ce constat que vous venez de nous dresser. Maxime Pérez-Zitvogel, avec la Maison Perchée, vous aussi, vous êtes en première ligne pour vous rendre compte de cette situation. Vous posez, vous aussi, un constat qui est sans appel. Après tout ce que Cynthia Fleury vient d'énumérer comme troubles possibles, vous vous dites il y a urgence, il y a même bombe à retardement. Oui, c'est ça. Alors, oui, effectivement, je peux vous donner plein de chiffres un peu flippants, mais là, par exemple, c'est officiel, il y a 2 ans d'attente en pédopsie à Paris, c'est la maire de Paris qui le dit. Il y a 6 mois d'attente pour les urgences en pédopsie à Paris. Nous, à la Maison Perchée, on est entre 3 et 9 mois d'attente, on n'arrive pas à vraiment savoir. Voilà, donc toutes ces ça c'est des petits chiffres, mais au-delà de ça, donc du coup, tout le monde passe à la Maison Perchée le matin. Des gens de toute la France. Encore ce matin, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé du consulat d'Inde pour me trouver des solutions parce que elle pensait à sa fille qu'elle voulait faire rapatrier dans le même hôpital que moi parce qu'elle avait vu mon histoire. Enfin, en vrai, tous les jours, on nous appelle pour des crises suicidaires ou pour des urgences ou pour trouver des places en hospice ou pour trouver des psys. Au CMP, donc la Maison Perchée dans le 11e, il n'y a plus un psy dans le 11e de dispo. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et je pense aussi notamment à... Donc j'ai donné une conférence mercredi à Paris 8 avec Jamal, donc le psychiatre de État Limite, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà, quand vous entendez aussi un psychiatre expliquer l'état actuel de la formation de psy, voilà, on se dit vraiment qu'on va droit dans le mur, si ce n'est qui plus est, moi, un truc qui m'inquiète énormément, c'est que mon cousin est en 4e année de médecine et que c'est le seul de sa promo à vouloir être psy. Donc tout ça combiné, on se dit, avec cette année de grande cause où tout le monde va parler de santé mentale, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Qui sera là pour assurer? C'est pas aux assos de patients de gérer. Qui plus est, en plus, nous, il y a urgence, parce que voilà, donc nous, Maison Perchée, tout le monde parle de nous, c'est génial, c'est super, tout le monde nous envoie des gens, mais on n'a plus 1 euro pour l'année prochaine, puisqu'on dépend de l'argent, en plus, qui n'est pas français, ça en dit long. Voilà, tout ça réuni me dit que, waouh, il y a des jours où j'ai envie d'arrêter, clairement. Mais aussi, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même donc, toutes ces personnes impliquées dans le projet. Bien que, et d'ailleurs, j'en parlais avec Angèle juste avant, je ne sais pas si vous savez, mais donc, ce matin, j'avais rendez-vous à la banque. Je voulais emprunter de l'argent parce que voilà, je viens de me marier, j'ai une fille. Et en fait, on m'a expliqué que potentiellement, je ne pourrais pas avoir mon emprunt parce que je suis là. Parce que j'ai témoigné dans les médias. Ouais, parce que j'ai témoigné dans les médias et que du coup, potentiellement, je ne pourrais pas emprunter. Et franchement, quand on se donne autant, et moi le premier, ça fait 8 ans que je bosse là-dedans, tu te dis il y a urgence quand même pour que le système bouge, parce qu'en fait, ça peut... si à chaque fois on tape dans des plafonds à tous les niveaux, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous laisse imaginer la suite, mais bon, il y a quand même de l'espoir, on est là toutes et tous ensemble, mais je pense qu'il est grand temps qu'on se mobilise ensemble, tant les professionnels que les proches, que les politiques, que les concernés, que tous ensemble on se bouge, parce que on va droit dans le mur. Il y a urgence, effectivement. Merci de ce témoignage
Maxime et Lila Lebas, vous nous parliez d'une approche finalement de la santé mentale globale, et on comprend aussi que les solutions et la prise en charge vont devoir être globales, ne dépendent pas que de la psychiatrie, mais effectivement, beaucoup de choses sont aujourd'hui suppléées et gérées seules par des associations. Et pour la Maison Perchée, Maxime, c'est ce que vous disiez, ce sont des fonds qui viennent de Belgique, de fondations en Belgique, et l'ARS, pour la première fois, vous a donné, enfin, l'Île-de-France vous a donné pour la première fois depuis 5 ans, voilà, une subvention, mais sinon c'était... voilà, des fonds de Belgique. Ça fait toujours du bien de le dire. Tim Grayson, j'aimerais maintenant que vous nous donniez, vous aussi, votre constat et peut-être d'aller justement dans cette recherche. Est-ce que tout passe par la psychiatrie ? Est-ce qu'il y a aussi autre chose, un autre terrain à aller explorer sur ce constat et d'état des lieux ? Oh, oui. Ah, très bien. Oui, dans les pays civilisés. Vous ne parlez pas de la France ? D'où ça? Dans les pays civilisés, je suis australien, donc je parle de l'Australie, bien évidemment. Dans les pays civilisés, on apprend la santé à l'école. On apprend la santé mentale à l'école. C'est enseigné non pas par des professionnels de la santé, non pas, mais par les enseignants, par la même personne qui t'apprend l'anglais, parce que nous, on speak English in Australia. Il faut que je revienne en français, c'est ça. Donc, non pas seulement l'arithmétique, non pas seulement le English, mais aussi la santé. Ça fait partie des choses qu'on apprend à l'école. Et ce n'est pas juste la mauvaise santé. Ce n'est pas ce truc horrible en France où les gens pensent santé et c'est la maladie. Ici ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Maladie. Ça, c'est d'une telle évidence en France, ça se sent à chaque instant. Ah, il nous manque des psychiatres. Non. Il nous manque toute une formation sur la bonne santé mentale et aussi sur la normalisation des troubles de santé mentale. Il est normal d'avoir de temps en temps de la dépression, des hauts et des bas. Si vous perdez un proche dans les mois qui suivent, il est normal d'avoir le deuil, d'avoir un sentiment de dépression. Il est normal, dans beaucoup de circonstances dans la vie de tous les jours, d'avoir ses hauts et ses bas. C'est pareil, il est normal d'attraper un rhume. Et aujourd'hui, un truc qu'elle n'a pas dit, donc elle a mal fait son boulot. Aujourd'hui, c'est quoi comme jour? On est le 14, mais oui, c'est la journée mondiale du sommeil. Elle se rachète. Elle se rachète. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, c'est Sleep Day, World Sleep Day. Et c'est là où on pense, et évidemment, vous avez tous étudié le sommeil à l'école. Je ne parle pas du fait que vous avez tous dormi à l'école, mais vous avez tous parlé de comment bien dormir. Vous savez aussi que le monsieur là, dans le 4e rang, là, oui, il sourit. Ce monsieur-là, hier soir, pendant la nuit, son esprit a inventé des choses. Est-ce que ça veut dire qu'il est fou? Ah non, c'est rêver, ça s'appelle rêver. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler à l'école, dès l'école primaire. Donc, les soi-disant troubles de santé mentale, mais aussi la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, c'est quoi rêver? C'est quoi s'amuser? C'est quoi passer un bon moment? C'est quoi se détendre? C'est quoi bien dormir? C'est quoi mindfulness? La conscience de soi, c'est ça qu'on dit en français? Pleine conscience, ok. La pleine conscience. C'est quoi la mindfulness? C'est d'être ici et maintenant et de n'entendre que ce qui se passe autour de soi, ce qui est à l'intérieur de soi, sans le juger, juste de le vivre. Des petits moments magiques comme ça, qu'on apprend évidemment dans les pays civilisés, de le valoriser à l'école primaire. Okay? Donc on étudie aussi la mauvaise santé mentale, la dépression, et la deuxième mauvaise santé mentale en France, c'est quoi? C'est eux les spécialistes. Je ne suis pas à l'école, moi. C'est quoi? Ça, c'est du vodka. C'est l'alcoolisme. C'est l'alcoolisme, oui, c'est la dépendance. Donc ces deux choses, on étudie à l'école primaire.
on voit déjà à l'école primaire que consommer des choses, le tabac, une bière, ce genre de choses, ça peut mener à des choses difficiles. Et on en parle, et on voit ça dans le quartier, on voit ça dans les rues, et on en parle. Au niveau lycée, collège, lycée, on commence à entendre les hauts et les bas plus graves. Mais aussi les idées bizarres. C'est là où on parle de, parfois, les idées que j'ai dans ma tête, ils prennent le pouvoir sur moi. Je ne sais plus où j'en suis. C'est de parler de ces idées-là qui peuvent aller très très loin. Et ça peut être associé avec l'héroïne, comme pour elle. Ou la créativité. Ça peut être associé avec la créativité. Ça peut être associé avec un truc qu'on appelle ici la schizophrénie, la psychose. L'esprit qui invente des choses, qui invente des comportements. Ça peut aussi être génial. Ce n'est pas juste tout négatif, la psychose. Les personnes avec un trouble bipolaire, ce n'est pas juste des personnes chiantes toute la journée. Non, il est génial, ce type. Ça suffit peut-être. Et c'est parfait. Et vous êtes génial aussi. Merci beaucoup. Et du coup, à vous écouter, on comprend toute cette approche. Vous parlez de sommeil, vous parlez d'alcoolisme, vous parlez de normaliser, vous parlez de comprendre, de connaître. Et ça, c'est effectivement très important. Et on comprend que l'éducation a un rôle à jouer là-dessus. Angèle Malâtre, dans l'Alliance pour la santé mentale, c'est l'un des enjeux aussi que vous portez aussi avec la grande cause nationale, c'est de changer d'approche, de changer de vision et d'aller vers cette approche globale, 360 de l'OMS en fait, où on prend tout en compte. Ils sont allumés normalement, vous n'avez pas à les... Il n'est pas allumé. Est-ce que si, c'est bon, parfait. Si, effectivement, parce qu'on est dans une situation où effectivement il y a une dégradation de la santé mentale qu'on voit bien et la question qu'on doit se poser en tant que société, c'est comment on bâtit cette société résiliente. On voit bien le contexte international qui ne va pas forcément dans un sens très sympathique, et ça impacte aussi fortement notre santé mentale, et le contexte écologique aussi. Donc, comment est-ce que toute la société se mobilise autour de ça, et cette approche 360, elle est intéressante pour travailler effectivement sur la prévention très primaire, en fait, et c'est ça qui probablement fait défaut en France, au-delà des questions d'accès aux soins, parce que Maxime le rappelait, 50% des personnes avec des troubles psy n'ont pas accès aux soins. Donc on a des sujets d'organisation des soins, d'avoir des professionnels disponibles, ça c'est évident, mais on a aussi un sujet de bâtir cette première ligne où on se mobilise tous, parce qu'en fait la santé mentale va nous impacter dans tous les aspects de notre vie, et elle va impacter aussi tous les collectifs, j'ai envie de dire, les entreprises, première cause d'arrêt maladie de longue durée, ce sont les troubles psy. Les collectivités locales vont être impactées aussi par la dégradation de la santé mentale. Les écoles, les universités avec la déscolarisation. Donc on voit bien qu'en fait, ce sujet-là, il a plein de dimensions et que les collectifs aussi doivent s'en emparer. Donc Tim parlait évidemment des enjeux à l'école d'enseigner. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, les compétences psychosociales. C'est vraiment comment je suis équipée autour de ça. En France, on commence un petit peu avec les cours d'empathie, mais c'est encore très léger. Il y a vraiment des pays qui ont beaucoup avancé là-dessus. Je pense aux pays scandinaves, mais je crois qu'aussi en Australie, ça s'est vraiment développé. Et ça vous permet, ça a une vraie action sur votre santé globale et donc aussi sur votre santé mentale. Et puis, cet enjeu aussi d'informer largement la population sur qu'est-ce que c'est les troubles, qu'est-ce que c'est la santé mentale. Enfin voilà, je reprends un peu, mais c'est vraiment important. Et dans le cadre de cette grande cause, on a vraiment plaidé pour 4 objectifs, de tout ce qui est information sur les troubles, sur les ressources, sur la santé mentale. Donc il faut vraiment qu'on soit acclimaté à ça, acculturé. Aujourd'hui, voilà, c'est encore très très balbutiant. L'enjeu de la prévention primaire, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ma santé mentale ? Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, le lien social. Donc on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler à titre individuel, mais aussi à titre collectif, parce que ce n'est pas qu'une affaire individuelle et il ne faut pas faire reposer ce sujet-là uniquement sur les personnes. C'est les collectifs, les employeurs, les universités, les familles, tout le monde doit se mobiliser pour agir là-dessus. Donc informer, prévenir, déstigmatiser évidemment, même si c'est très long de changer les regards, il faut qu'on arrive en fait à essayer de casser les stéréotypes, casser les préjugés pour justement éviter que ça conduise à des discriminations comme ce que pouvait témoigner Maxime, parce qu'aujourd'hui on est un chiffre que je cite souvent, c'est qu'on a 15 ans de différence d'espérance de vie entre les personnes avec des troubles psy et celles qui n'en ont pas.
et pourtant on ne meurt pas d'une maladie psychiatrique. Donc on va mourir de tout ce qui n'est pas bien pris en charge parce qu'on est extrêmement discriminé dans le système de soins, dans l'accès aux soins quand on a un trouble psy. C'est important aussi de le rappeler que cette stigmatisation, ce regard biaisé, le problème, c'est qu'il est très diffus dans la société et que du coup, il va avoir des impacts majeurs dans votre accès au logement, votre accès au travail, etc. Donc ça, c'est important aussi de travailler là-dessus. Et puis le 4e axe, évidemment, c'est celui de l'accès aux soins très direct. Il faut quand même qu'on puisse avoir des ressources. C'est pas forcément un psychiatre derrière chaque personne, effectivement. Là, de toute façon, on est face à une falaise. Les pédopsychiatres ont en moyenne 62 ans en France. Donc voilà, dans quelques années, on va se retrouver avec un vrai trou. Les psychiatres, en réalité, en France, on a un nombre de psychiatres par habitant qui est plutôt dans les meilleurs taux de l'OCDE. Donc en réalité, beaucoup de pays font face à ça. C'est comment on réfléchit le système autrement, avec les médecins généralistes, les infirmiers, les pères aidants, avec les infirmières en pratique avancée, voilà, tout ce qui se réfléchit au sein de ce ministère. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Les psychologues, bien entendu, j'ai oublié de les citer, mais ils sont extrêmement importants aussi. Donc voilà, on a plein de professionnels qui peuvent être aussi mobilisés, activés pour justement apporter des réponses rapides, adaptées aussi aux besoins des personnes qui sont en souffrance mentale ou qui ont développé un trouble psychiatrique. Et donc il faut pouvoir répondre très vite et plus avoir ces délais d'attente et ce manque de prise en charge. Donc voilà, informer, prévenir, déstigmatiser, faciliter l'accès aux soins, c'est vraiment des enjeux majeurs. Merci de les avoir rappelés, Angèle. Lila Lebas, je me tourne vers vous. Vous avez vu cette problématique, cette crise de la santé mentale, pas problématique, on peut appeler ça comme ça. Vous avez vu cette crise émerger dans les retours terrain des sociétaires que vous aviez à la Massif à partir du Covid. Donc vous avez assisté à cette montée, à cette émergence dont on parlait, et vous avez priorisé quelque part une cible, c'est la cible des jeunes, et c'est là-dessus que vous avez quelque part mis vos axes de prévention en fait en tant qu'assureur. Oui, en partie, pas que, j'y reviendrai, puisqu'effectivement on essaye aussi de répondre à cette approche globale, à des solutions aussi un peu globales, et justement de prendre un peu tout ce qui a été évoqué là, mais d'agir aussi sur les facteurs de stress, d'angoisse, bien en amont pour essayer de préserver au plus possible cet état de bien-être un petit peu des personnes. Mais vous l'avez dit, la genèse, effectivement, en 2 mots, mais notre modèle mutualiste repose sur des représentants de sociétaires qui mènent des actions en proximité dans les territoires pour pouvoir sensibiliser, prévenir sur tout un tas de sujets. Et effectivement, pendant le Covid, on a eu des remontées très fortes, notamment de jeunes qui se retrouvaient dans des situations de détresse très fortes, de précarité très forte également, ce qui va souvent, peut aller de pair également. Et donc, on s'est dit comment on peut essayer de soutenir des initiatives qui peuvent apporter des réponses et aussi d'en construire nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, par exemple, à soutenir des programmes pour lutter contre le cyberharcèlement, puisque aussi, avec une certaine forme d'enfermement, des relations sociales plus compliquées ou uniquement via les réseaux sociaux pendant ces périodes de confinement, il y avait aussi une recrudescence ou en tout cas une libération de la parole sur le cyberharcèlement. Donc, on a essayé de soutenir des structures, notamment avec des services civiques, pour pouvoir accompagner spécifiquement des jeunes qui étaient victimes de cyberharcèlement. Et plus globalement, on a décidé de soutenir un programme qui s'appelle Ambassadeurs en santé mentale et qui illustre assez fortement notre démarche de prévention, effectivement, de prévention par les pairs, de pouvoir accompagner des jeunes et aller parler auprès d'autres jeunes pour libérer la parole, ce qui a été dit juste avant, ce qui est pour nous très important, déstigmatiser, sensibiliser, détecter aussi si besoin et accompagner vers des professionnels de santé. Donc c'est toute la chaîne qui pour nous est assez importante. Et donc, c'est un programme qui se déploie dans quasiment toutes les régions de France pour pouvoir permettre de faire passer des messages des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, de ne pas faire sans eux, ni uniquement pour eux, mais de les impliquer complètement dans ces programmes de prévention. Et plus globalement, on essaye en tout cas d'intégrer, comme je disais, ces questions du bien-être et de santé mentale dans l'ensemble, en tout cas, de nos actions qui vont de pair avec notre métier d'assureur. Je prends par exemple la thématique de la mobilité, où on sait bien que, en tout cas, on identifie, nous, un sujet sur le partage de la route, l'angoisse, le stress qu'il peut y avoir quand on est piéton, cycliste, automobiliste, l'énervement que ça peut créer.
Et donc, on essaye, par exemple, de travailler à des conseils de prévention pour essayer de promouvoir le partage de la route apaisé et essayer d'avoir un état de sérénité quand on est sur la route pour éviter de se créer de l'anxiété au quotidien. On a des actions spécifiques, par exemple, sur les aidants également. Ça fait 15 ans que la Massif est engagée sur ce sujet des aidants et on a abordé cette thématique des jeunes aidants également dans cette période-là, en se disant, en interrogeant à travers des associations comment les jeunes qui se retrouvent en situation d'aidance vivaient cette période-là. Ils disent que pour beaucoup, ils sont en décalage avec d'autres jeunes de leur génération et que ça a des conséquences sur leur bien-être et leur santé mentale. Et donc, on essaye également d'accompagner à travers des collectifs d'associations, je pense à l'association Jade par exemple, mais il y en a d'autres, les jeunes aidants qui se retrouvent dans des situations particulièrement compliquées. Et donc j'aimais beaucoup ce qui a été dit juste avant, mais sur le rapport individuel et collectif, à la fois comment on fait de la prévention et on essaye au quotidien d'adopter des bons conseils, d'être acteurs nous-mêmes de notre prévention, de celle des autres, de celle de nos proches sur ce sujet, et comment on suit, nous en tant qu'acteurs mutualistes, on soutient des collectifs qui vont pouvoir aussi à la fois interpeller les pouvoirs publics, des assureurs aussi comme nous, et agir pour pouvoir proposer des solutions un peu plus collectives aux problématiques qui sont rencontrées. Merci beaucoup Lila Lebas. Maxime Pérez-Zitvogel, on a parlé des aidants et de leur importance et du fait qu'en fait, on ne doit pas attendre d'être confronté, qu'on soit soi-même avec un trouble, qu'on soit aidant avec quelqu'un dans notre cercle proche, dans notre famille qui soit concerné. Vous, votre message, et ça participe aux pistes qu'a posées Angèle, d'informer, de prévenir, de déstigmatiser, votre message, c'est de dire il faut qu'on s'empare tous et qu'on sache tous quoi faire. Il faut qu'on s'informe et qu'on connaisse les signes, qu'on sache de quoi on parle en fait. Effectivement, non. Moi, je pars du principe de mon vécu personnel, en fait, tout simplement. Donc, alors que je faisais des belles études en Asie, j'habitais à Pékin, donc j'ai eu un rapatriement sanitaire hyper violent, contention, 12 jours, avocat, enfin tout ça. Et là, j'ai appris à ce moment-là que ma mère était elle-même aussi concernée et qu'elle ne me l'avait jamais dit. Et c'est là que je me suis dit, waouh, le niveau du tabou en France, d'une part, et d'autre part, pourquoi on n'en a pas parlé à l'école ? Genre complètement team. Mais du coup, de ce fait que ça fait d'ailleurs 8 ans, c'est le premier truc que j'ai essayé de faire avec la première secrétaire d'État à l'époque, qui n'est plus secrétaire d'État. Le problème aussi, c'est qu'il change tous les ans ou tous les 2 ans. Oui. C'était de faire des cours d'éducation psychique au lycée. C'est un truc que je fais, je rame. Mais parce qu'il faut, voilà, effectivement, et c'est ce que je dis, à la Maison Perchée, si vous passez, vous verrez, tous les matins, tous les samedis, c'est ouvert au grand public. Donc il y a aussi du vrai grand public, c'est ça que j'appelle ça comme ça, qui passe. Et quand on leur parle de bipolarité, schizophrénie, très souvent ils bug déjà, mais c'est le but. Et ils me disent non, je ne suis pas concerné. Et c'est à ce moment-là que je leur dis non, mais tu ne l'es pas maintenant, mais tu le seras peut-être un jour, ou ton frère, ou ton collègue, ou ton cousin, ou que sais-je. Donc, quoi qu'il, prends le temps de soit lire nos brochures, écouter notre podcast La Perche. Voilà, on fait plein de contenu à la Maison Perchée, mais en fait, on ne peut pas ne pas. En fait, c'est du bien commun, et en fait, c'est comment faire en sorte, et ça, c'est un truc sur lequel je cogite avec toute l'équipe Perchée, c'est comment toucher ceux qui ne sont pas concernés ou qui, voilà, les autres, quoi. Pour pas être dans l'entre-soi. Parce que même si parfois, in fine, je suis sûr que si je vous demande à toutes et à tous qui sait exactement les symptômes de la bipolarité, je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui savent quels sont les symptômes? Tout le monde ne les a pas. Peu de temps quand même. Mais en tout cas, sachez que voilà, si moi, quand j'étais en Chine, à ce moment-là, mes amis l'avaient su et je n'aurais pas passé ensuite 2 ans de dépression. Potentiellement, il n'y aurait pas eu de Maison Perchée. Tout ça pour dire, et qui plus est, quand j'ai appris qu'il y avait plusieurs centaines, voire millions de personnes concernées en France. Donc c'est d'où mon interrogation qui est toujours la même, parce que certes, on a pu faire des millions de vues, des dizaines de millions de vues avec Maison Perchée, mais toujours est-il que 80% des gens ne savent pas ce que c'est. Donc comment faire pour que tous ensemble, encore une fois, là, c'est tous ensemble, on bosse là-dessus, et au-delà de ça, que ça puisse aussi, au passage, créer des vocations chez les jeunes psys, enfin chez les jeunes qui veulent devenir psy, parce que ça va de pair. Voilà, c'est une question. Pour que, du coup, les gens qui sont ici les connaissent, quels sont les signes
Ah non, non, mais c'est pas. Si je vous l'ai dit, ça va rentrer, ça va ressortir. L'idée, c'est de prendre le temps, de lire, de se documenter. Enfin voilà, ça, c'est un truc aussi que j'ai appris avec le temps. Au tout début, j'étais là, oh là là, je vais leur faire tout le cours de bipolarité de A à Z. Mais en fait, ça rentre, ça sort. Le mieux, c'est de faire comprendre aux gens l'importance que ça a de savoir pourquoi il faut les lire et se renseigner. Et ensuite, là, vous les intégrerez. Donc, je vous invite à regarder nos contenus sur maisonperchée.org, faire un don. Non, mais au-delà de ça, juste prendre le temps de le faire parce que c'est pas ce que vous n'êtes pas, ou même si vous êtes ici, donc vous êtes un peu concerné, mais il faut vraiment cogiter sur ça, en fait. De ne pas attendre d'être face à l'urgence pour agir. Et pour les lycéens, il me semble qu'ils sont dans la salle, est-ce que vous avez des cours d'éducation comment vous avez appelé ça? D'éducation psychique, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des lycéens qui ont des cours d'éducation psychique dans la salle? Là, il n'y a aucune main qui se lève. Ok, bon, bah, comme ça, c'est clair au moins. Donc, on n'est vraiment pas dans un pays civilisé, Tim. Merci Maxime pour à nouveau ce témoignage. Et donc en fait c'est ça, on a tous une santé mentale et voilà, et 20% d'entre nous vont potentiellement être touchés à un moment par un trouble. C'est une réalité et donc 100%. Oui, ce que vous disiez. 100% des gens attrapent des rhumes, 100% des gens oui. ont un moment de dépression. Oui. Si vous ne l'avez pas, c'est pas normal. Vous êtes fou si vous ne l'avez pas. C'est précisément ça. On a tous des moments de haut et des bas. Et c'est important de le dire, effectivement. Et sur ce tabou, justement, comment est-ce qu'on va arriver à lever le tabou dont parlait encore Maxime? Une des premières choses, et ça commence en France, c'est d'avoir toutes les personnes différentes dans les classes, dans les mêmes classes. Qu'une partie de notre boulot, c'est d'être dans la même classe avec la personne en fauteuil roulant, avec la personne avec une dépression, avec la personne... Dites, vous appelez ça handicapé mental. Dans les pays civilisés, ça, on dit des personnes qui pensent différemment. Et ces gens-là sont dans la même classe et ils pensent différemment. Et ils ont d'autres compétences. Les personnes sourdes sont dans la même classe, les personnes aveugles. Et vous apprenez des tonnes de choses là-dessus, sur comment vivre avec ça, comment aider ces personnes, mais aussi comment est-ce qu'eux, ils peuvent t'aider à comprendre différentes choses, à comprendre. Moi, je ne le vois pas, mais je l'entends. Si je suis aveugle, j'entends tout ce qui bouge. Et on est beaucoup plus sensible à l'odeur. Je sais quel parfum elle a mis ce matin. Et elle, c'est complètement différent. Est-ce que c'est un parfum? Est-ce qu'elle a marché dans quelque chose? Mais bref, tout ça, ce sont des compétences que des gens qui sont différents de moi que je n'ai pas, et c'est génial d'apprendre ces choses-là de ces gens-là. Donc, dès l'école, que tous les gens soient différents. On en revient encore une fois, effectivement, au rôle de l'école et de cette façon de considérer la norme différemment, finalement, en fait, c'est ça. Cynthia Fleury, comment est-ce que vous aussi, vous avez une approche qui est intéressante sur cette façon de déstigmatiser, qui participe à lever le tabou? C'est en fait d'aller vers cette approche que vous avez, qui est d'aller vers les humanités, comment les humanités, en fait, vont pouvoir participer de cette solution à cette crise. Oui, alors nous, à la chaire de philosophie, on a plusieurs types d'approches méthodologiques. On a une première approche qui est, alors je vais la dire dans sa stylistique de conceptuelle, ça s'appelle la générativité du vulnérable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vulnérable, il est génératif sur deux choses. Plus nous sommes vulnérables, plus nous produisons de la vulnérabilité. Et ça, hélas, ce sont des spirales que connaissent d'ailleurs bien les sciences sociales, avec des boucles comme ça d'affaiblissement qui sont problématiques. Nous, déjà, on fait face à cette cartographie-là des vulnérabilités. Bon, pour une raison très simple, c'est que ne pas nier les vulnérabilités les renforce. Donc, premier territoire, c'est toujours considérer on part toujours de la vulnérabilité, on produit pas mal d'états de l'art on considère que le meilleur diagnostic, le plus fin, le plus granulaire, il est là, connaissance du réel. Mais la générativité de la vulnérabilité, c'est pas que ça. Et on vient de le voir, la générativité de la vulnérabilité, c'est la production d'inventions,
la possibilité d'avoir une théorie de la conception à partir du point de vue du plus vulnérable. Et ça, c'est ce que nous faisons dans nos expérimentations. Tous nos protocoles de soins, etc., sont co-designés avec les patients, avec les familles. Donc si on va, par exemple, là aujourd'hui on est sur un gros programme pour lutter contre la contention mécanique et chimique, et de proposer des protocoles alternatifs d'autocontenance, et à ce moment-là, on va les designer avec les patients schizophrènes, autistes, bipolaires, ceux qui sont atteints de telle ou telle addiction, etc. Et on co-design, et ensuite on teste avec, bien évidemment, ces patients, mais aussi avec les soignants, avec tout le monde, puisqu'on voit très bien que tous ceux qui repartent, si vous voulez, sont agents, entre guillemets, agents au sens actif, concepteurs du soin, c'est déjà très souvent un point en plus dans la santé, puisqu'en fait, tout notre enjeu, ça va être de développer les approches capacitaires à partir de toutes les vulnérabilités. Donc on n'a même pas besoin parfois que l'expérience marche au final. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important, parce que je ne vous dis pas qu'elle ne marche pas. Il s'avère qu'elle marche en plus. Donc c'est merveilleux. Mais elle ne marcherait pas que simplement le process de la conception, le co-design, de se mettre en branle de l'expérimentation. Et ça sauve des équipes de soignants aussi, qui disent « Tiens, je redécouvre mon métier et enfin je fais ce qui est important, c'est-à-dire essayer de faire que les choses aillent mieux. » Bon, c'est simple. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout le temps, partout, dans toutes nos antennes. Et en plus, on a décidé d'avoir des antennes, donc d'avoir des approches très territorialisée. La chaire de philosophie à l'hôpital, c'est pas que au GHU, Paris, psychiatrie et neurosciences, donc à Sainte-Anne, c'est aussi, on a une petite antenne dans une ferme. On a une petite antenne dans une commanderie hospitalière, vous voyez, donc pas que des lieux qui sont définitivement posés comme lieu de soins. Et on travaille autant avec des écoles que, des scènes nationales, etc., etc. Donc ça, c'est une première approche qui est sans doute celle que nous... Aujourd'hui, on a une expertise assez conséquente, c'est-à-dire de travailler véritablement à libérer le caractère agent des patients, et donc l'expertise patient. On est lié bien sûr à l'Université des patients de la Salpêtrière et de Sorbonne Université, qui est dirigée par le professeur Tourette-Turgis, et on est aujourd'hui un écosystème. Et puis on a, je pensais tout à l'heure, parce que vous nous disiez, à l'école on enseigne finalement très très peu, on a essayé de mettre en place aussi des ateliers, des modules avec les professeurs, les enseignants, pour travailler effectivement à l'enseignement de soft skills, etc., mais pas que. On a un cours, par exemple, qui a été pensé ces dernières années par des professeurs de terminale pour dire, tiens, au fait, c'était une façon détournée, comment la philosophie voit la santé mentale. Donc on a tout un cours, vous pouvez le regarder, il est en ligne, il a été filmé, et essentiellement par des professeurs à destination des lycéens, encore une fois pour dire, mais en fait cette question de la santé mentale, c'est l'autre grande question de la philosophie, le rapport à la conscience de soi, le rapport au monde, tout simplement, à l'émerveillement et à la raison, le rapport entre la raison, la folie, etc. Et en fait, c'est des régimes neurodivers, comme on l'a dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Renaissance, le temps de la Renaissance est un haut lieu justement de cartographie très, très ouverte de la raison. On a, nous, aujourd'hui, des cartographies très fermées de la raison. Donc ça aussi, on travaille beaucoup, ne serait-ce que sur vous voyez, avec les patients, sur des cartographies de la raison à partir des points de vue du plus vulnérable, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui entendent des voix. Donc, on va cartographier, on va etc. Mais pour une raison très simple, c'est que nous entendons tous des voix. La question, c'est qu'à un moment donné, soit ça fait expérience de morcellement et d'effondrement, soit vous pouvez vous articuler et dire, ben non, cette voix, elle est endogène, elle n'est pas exogène.
Et donc, c'est quelque chose qui travaille à l'intérieur de... Vous voyez, donc c'est tout ce travail-là que nous essayons de faire comment dire, à la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est effectivement là plus spécifiquement sur la question de la psychiatrie, mais ce n'est pas que la chaire, c'est véritablement les humanités en santé. Et puis aussi, on peut travailler à des protocoles nature et psychiatrie, puisque là aussi, dans un contexte anthropocénique, de crise climatique, etc., il y a très clairement des choses très intéressantes à remettre en place sur ces questions d'expérience de nature. On a vu qu'on est arrivé, il y avait les oiseaux qui chantaient. Bon, on a un protocole, par exemple, qui est un protocole de défocalisation par rapport à la crise obsessionnelle, la crise de panique, etc. Et ce travail de défocalisation, il passe par une reprogrammation, entre guillemets, émotionnelle. Et donc, en somme, vous allez avoir tout un petit protocole où vous allez goûter des choses, entendre des sons, faire toucher, enfin vous allez, vous voyez, réactiver tous vos sens différemment en suivant tout un protocole pour tout d'un coup utiliser toutes les ressources de la sensorialité pour essayer de calmer, contenir le trouble qui est en train de vous attraper. Merci beaucoup Cynthia Fleury. Et ce qui est assez chouette, c'est que vous l'avez remarqué, on est parti de ces constats, de ces états des lieux extrêmement négatifs, effrayants, où on parlait de cette urgence silencieuse, du tabou, et on est allé très naturellement, et finalement c'est, je trouve, assez porteur d'espoir et encourageant, très naturellement vers des solutions, et des solutions qui ne passent pas que par la psychiatrie, on vient de l'entendre. Il y a plein de pistes possibles qui ont été, et de choses qui sont déjà en train de se faire, qui ont été posées ici. L'heure tourne, donc on va conclure, mais je voudrais du coup, Maxime Pérez-Dietvogel, puisque Cynthia Fleury parlait d'expérience de nature, il y a d'autres pistes que vous avez vous-même tout à fait expérimentées, en remettant en cause beaucoup de choses au quotidien, finalement, dans votre mode de vie. Et ça aussi, ce sont peut-être autant de pistes à explorer pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, ouais, non, à la suite de mon diagnostic, déjà j'avais pris 30 kilos comme beaucoup de personnes prenant des médicaments, donc c'est à double peine. Et qui plus est, donc moi d'ailleurs, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes aidants, moi c'était très dur pour mes frères et sœurs, donc du coup je suis allé vivre chez ma tante. Voilà, c'était un peu compliqué, bref. Et en fait, il se trouve que ma tante, elle est experte en carbs, enfin en microbiote. C'est un peu la madame microbiote française. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir vivre chez elle avec mon oncle aussi qui est expert dans le sujet. Et en fait, du coup, on a mis en place tout un process déjà qui commençait par beaucoup de marches. J'ai marché entre 7 et 10 km par jour. Et au-delà de ça, j'ai changé mon alimentation. Et je me suis couché à heure régulière. Et bon, ça fait un peu robot quand je raconte ça. Mais en vrai, mine de rien, ça a marché parce qu'au bout ça fait 8 ans et j'ai pas replongé. Mais du coup, voilà, donc un régime sans carbs. Donc vous pouvez regarder, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui sont sorties depuis. Mais sinon, j'en parle beaucoup plus dans un podcast. Je ne sais pas si je peux parler de France Inter, mais bon, sur France Inter, qui est mon dernier podcast que j'arrête de faire des podcasts. J'en ai un peu, mais j'ai fini par suivre. Il s'appelle Dans la tête de Maxime. C'est dans ma tête. Et du coup, on me suit pendant un moment, et c'est moi qui m'auto-régule et qui raconte tout ce que je mets en process. Donc, j'ai même couché après 3 heures, dormir 7 heures par nuit. Si je sens que ça ne va pas, j'ai ainsi besoin. Enfin, plein de petites choses qui font qu'in fine, je peux quand même vivre et du coup, gérer l'imprévu, c'est ça le plus dur pour moi en tant que concerné, c'est mettre des cadres en fait partout pour pouvoir laisser place à l'imprévu à l'intérieur et pouvoir faire plein de choses assez chouettes. Même si, voilà, donc mon petit régime sans carbs, je le fais une fois par an et je recommande à tout le monde de le faire, tout comme l'introspection qu'on fait quand on passe par l'hôpital psychiatrique. In fine, tout le monde devrait le faire. D'apprendre à se connaître et justement de savoir à quel moment tu es bien, si tu dors tant, voilà, en fonction du sommeil, pour en fait, ça peut vous permettre, voilà, c'est ce que je vous souhaite, de bien dormir comme moi. Donc ça fait 8 ans que j'ai pas fait d'insomnie et que je me réveille avec le sourire, donc c'est quand même pas mal de faire quelques sacrifices pour apprendre à s'auto-réguler pour avancer tout simplement. Et là encore, on l'entend, merci Maxime, on entend finalement devenir acteur de sa propre santé mentale, que ce soit en étant en partenariat et avec des soignants, qu'en étant soi-même acteur. Et ça rejoint aussi ce que vous faites à la Massif et dans ces programmes, c'est devenir acteur de sa propre santé mentale.
Oui, c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est un vrai parti pris qu'on essaye de prendre dans l'ensemble des actions, à la fois de prévention et de sensibilisation plus globalement. C'est comment on peut rendre chacun acteur, je disais tout à l'heure, de sa protection, de celle des autres, mais sur l'ensemble des sujets qui font le lien avec le bien-être. Je pense, par exemple, on soutient les premiers secours en santé mentale aussi pour mettre des mots et permettre à chacun aussi de savoir comment réagir, comment accompagner. On accompagne justement ces sujets. On parlait un petit peu de climat. Au début, c'est une thématique qui nous préoccupe particulièrement en tant qu'assureur. On est aussi en première ligne. On est assureur de biens, mais aussi de personnes. Et donc, comment on permet à nos sociétaires, au grand public aussi, d'être acteurs de leur protection face à ces différents aléas climatiques qui les touchent aussi directement, personnellement, et qui peuvent avoir des impacts traumatiques individuels sur ces sujets. Donc, on développe des actions également de prévention là-dessus. Et très rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, mais plus globalement, on essaye de soutenir des travaux de recherche pour pouvoir, notamment avec une chaire à l'ENS, mais pas seulement, pour pouvoir questionner justement comment demain on continue à faire du commun, à mutualiser davantage, en tout cas à continuer à mutualiser les risques, mais pas que, aussi tout ce qui peut faire société, puisqu'on est convaincu que pour être bien, il faut aussi vivre le plus possible en harmonie avec les autres. Et donc, on lance pas mal de travaux sur ces enjeux de comment demain on mutualise davantage tout ce qui est collectif dans la société et que pour que chaque individu puisse y trouver sa propre place. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de structurer et de réfléchir et qui nous semble assez connecté avec ces enjeux de bien-être et de santé mentale. Merci Lila. Tim Grayson, vous nous avez incité à rêver, à rire, à bien dormir, à aller s'occuper aussi les uns les autres. Est-ce que vous avez un message de fin à nous passer, à nous pays non civilisés? Rêvons des avenirs possibles. Surtout, ne soyez pas comme elle, professeur d'université. Trompez-vous, faites des erreurs, essayez des choses. On se casse la gueule, mais on essaye quelque chose. Il est normal de se casser la gueule. Il est normal que quelque chose ne va pas à un moment donné. On apprend à se remettre, on apprend à se dire c'est quoi la dépression, ou c'est quoi le mal à genoux parce que je suis tombé, ou la dépression parce que ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, j'insiste aussi juste sur l'idée que je cite la formation, ce qui s'est passé à Londres dans un truc qui s'appelle Underground, donc le métro londonien, où c'était le lieu où tout le monde se suicidait. C'était le meilleur lieu pour sauter devant un train qui arrivait. L'impact sur les professionnels qui bossaient dans le Underground était juste épouvantable. Taux de maladie, de congé maladie énorme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une formation de tout le personnel, non pas sur ça, non pas sur comment freiner, non pas sur comment inspecter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui risque de sauter, mais non, c'est comment passer une bonne journée au boulot, y compris dans ces situations difficiles. Comment reconnaître le collègue qui tire une gueule? Ah, peut-être qu'ils sont déprimés, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment s'occuper de ça? Le taux de congé maladie a diminué de moitié. Les gens, même lorsqu'ils n'allaient pas bien, ils venaient au boulot parce que c'était sympa au boulot, parce que les gens s'occupaient de toi au boulot. Les autres collègues aussi étaient sensibles à ça. Bref, on vient ici, on vient au boulot, on vient bosser parce que c'est agréable. C'est là où on est avec les gens en train de faire des choses géniales. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que vous êtes là. OK? Merci Tim pour ce message. Et Angèle Malâtre, j'ai envie de terminer avec vous cette conclusion parce que, donc on l'a dit, vous êtes mobilisés largement pour la grande cause nationale sur la santé mentale. Est-ce que vous pensez que cette grande cause peut répondre à l'urgence dont on parle depuis le début de cette conférence? Alors on va terminer par l'optimisme. La grande cause, c'est une première marche, hein, très clairement. Ça va prendre des années. On a vu qu'il y avait des besoins qui étaient absolument énormes. Donc il faut se dire qu'en fait, c'est une dynamique qui est en cours. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, il y a une quinzaine d'années,
il y a plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc des choses qu'on a importées de l'étranger. Tim Grissen était déjà là. Mais par contre, je pense à la Nightline, ça n'existait pas, les Clubhouse. Je pense à d'autres dispositifs, les soins collaboratifs, là, qui ont été aussi, qui permettent en médecine générale de prendre en charge la santé mentale. Et puis Cocorico, puisque Maxime me dit que voilà, il y a des choses aussi françaises super. Évidemment, la Maison Perchée qui a émergé, les festivals comme Pop et Psy, Facette Festival. Enfin, il y a plein de choses en fait. Toutes ces initiatives-là, elles n'existaient pas. Et donc en fait, il y a quand même un mouvement. On part de super loin, donc c'est normal que ça prenne du temps. On va pas du tout assez vite, ça c'est clair. Et donc on est plusieurs à être un peu, parfois un peu grognon, à dire que ça va pas assez vite et qu'il y a vraiment un état d'urgence et qu'on n'a pas le temps. Mais je trouve que ça bouge beaucoup. Et là, je lis en ce moment Mon vrai nom est Elisabeth. C'est un livre d'Adèle Lyon que je vous conseille, qui raconte l'histoire de son arrière-grand-mère, qui était la première femme lobotomisée en France, schizophrène. Et ça vous rappelle aussi la façon dont on dispensait les soins psychiatriques en France il y a quelques années. Je crois qu'il faut quand même voir que même si ça ne bouge pas assez vite, il y a vraiment une transformation. Et notamment, la grande transformation que je vois, c'est que les personnes concernées, mais déjà, elles prennent la parole, elles s'activent, elles sont davantage mobilisées, pas suffisamment, mais l'idée, c'est qu'elles soient de plus en plus associées, en fait, et qu'elles puissent construire le système de santé qu'il leur faut, construire aussi les programmes de prévention, et qu'on soit vraiment dans cette logique-là. Et c'est vrai qu'on part de très très loin sur ces sujets. Donc il faut voir ce mouvement-là. La grande cause, ça s'inscrit là-dedans. Pour moi, c'est un accélérateur, un amplificateur. Évidemment, on ne va pas tout résoudre sur l'année, mais on aimerait bien que ça bouge quand même et que ça bouge vite. Merci beaucoup, merci à tous pour ces propos porteurs d'espoir. Je vous l'avais promis, on a tenu nos promesses, on a 25 minutes devant nous pour prendre des questions de la salle et on va pouvoir y répondre. On a déjà un doigt qui se lève là-bas pour le micro et on va faire passer le micro, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Je vous ai vu aussi là-bas. On vous écoute, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. En fait, aujourd'hui, il y a un marché du bien-être. Malheureusement, il y a des acteurs très sincères et il y a de l'amélioration, mais souvent ça coûte cher et c'est pas forcément disponible aux plus nécessiteux sur ce plan du bien-être-là. Et je me demandais si c'était contre-productif de se lancer sur ces actions de bien-être sans s'intéresser à la santé mentale. Et autre question, est-ce que vous, acteurs à différents endroits, vous vous sentez invisibilisés par ce marché du bien-être-là? Et est-ce que vous travaillez avec ce marché-là? Peut-être Lila Lebas en tant qu'assureur sur ce marché du bien-être qui serait plus ou moins intéressant et Oui, il y a, comme dans tous les secteurs, il y a des acteurs plus ou moins sincères, plus ou moins honnêtes dans leur démarche, ça c'est une évidence. En tout cas, nous, de notre côté, on travaille évidemment avec des associations, des structures, parfois aussi des entreprises qui souhaitent favoriser, accompagner le bien-être et la santé mentale aussi et qui mettent des mots dessus. Et ça, je pense que c'est important. À mon avis, la notion de bien-être, elle ne doit pas effacer cette notion de santé mentale, elle doit plutôt l'accompagner. Et c'est peut-être un point de vigilance aussi global qu'on peut avoir. Donc oui, nous, on travaille forcément avec des structures qui agissent dessus puisqu'on essaye de les accompagner pour développer leurs actions, promouvoir leurs solutions auprès des différents publics qu'on a ciblés, que ce soit évidemment des salariés à la Massif, les aidants, on en parlait tout à l'heure, des personnes âgées, des jeunes, avec des cibles spécifiques. Après, on a une vigilance, effectivement, de par aussi notre gouvernance, de par notre modèle mutualiste, de par nos représentants de sociétaires, à ce que derrière des partenariats, ça ne soit pas uniquement des financements et puis on ne regarde pas ce qui se passe, mais des actions concrètes qui se déclinent et qui se déploient dans les territoires à destination des personnes et qui est vraiment cet impact, en tout cas qui touche des personnes et qui leur donne des outils un peu clés en main pour agir. Donc on essaye en tout cas de soutenir des structures qui vont aller parler à des personnes en proximité dans les territoires et sur lesquelles nous aussi on peut s'appuyer, s'impliquer pour pouvoir promouvoir les actions. Donc une vigilance sur ces acteurs du marché du bien-être et peut-être que derrière votre question il y avait aussi l'accessibilité, le fait que ce soit cher, peut-être de prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que là-dessus il y a quelqu'un qui veut éventuellement apporter une réponse? Après on a apporté pas mal de réponses sur ce qu'on peut faire individuellement. Angèle Manâtre. Juste un petit mot, je pense qu'il faut être assez vigilant. Alors après,
Aujourd'hui, on a la littérature scientifique qui commence à se développer là-dessus, et je pense qu'il faut être, je crois que c'est tout le travail que vous menez et que d'autres mènent, d'aller regarder ce qui marche et ce qui marche pas, et en réalité orienter plutôt les gens sur les solutions qui marchent. Les Britanniques travaillent beaucoup sur cette dimension-là, d'aller regarder en fait si, je pense à toutes ces apps, etc., si elles ont un effet. Et aujourd'hui, il y a des trucs très intéressants, des thérapies digitalisées, des dispositifs qui commencent à être bien évalués en lien avec la recherche. Je pense qu'il y a un peu tout, c'est très hétérogène en fait ce qui est sur le marché en France. Donc évidemment, il y a des besoins énormes, donc il y a un marché qui se développe, ça c'est pas étonnant, mais je crois qu'il faut être très vigilant à la validation scientifique en fait, et à pas se lancer dans tout et n'importe quoi après. Et je rajouterais juste aussi attention aussi à l'autodiagnostic qui arrive de plein fouet en France. Et étant donné qu'on n'a pas assez de professionnels de santé, moi de plus en plus, ça me fait vraiment peur, je me fais contacter par des plateformes assez obscures de péridance qui veulent devenir professionnels, qui veulent se faire des sous, c'est des formations de 5 heures. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut faire attention, tout comme aussi, il y a certaines activités comme la méditation qui peuvent être déconseillées. Enfin, il faut faire attention à tout ce qu'on voit, il faut rester carré et honnête. À partir de là, ça va. Merci de le préciser, effectivement, Maxime. Il y avait une question là-bas de la jeune fille en violet, puis après, il y a monsieur qui a levé la main également. Merci pour le micro, on vous écoute. Bonjour, déjà merci beaucoup de faire une conférence sur ce sujet tellement important et de moins en moins tabou en France, mais ça reste encore très compliqué d'aborder ce genre de sujet, donc merci beaucoup. Ma question, elle est sur un paradoxe que je constate, c'est que quand vous regardez dans les études de psychologie, les bancs des universités sont souvent remplis. C'est une filière qui intéresse beaucoup, parce que je pense aussi qu'il y a la notion de sens derrière, mais paradoxalement, et en plus il y a du besoin, il y a de la demande, il n'y a pas de débouché. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Est-ce que c'est parce que le système de santé est sclérosé et qu'il n'y a pas assez de fonds et que justement ça coûte cher? Est-ce qu'il n'y a pas assez de place pour les jeunes psychologues et psychiatres? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez un diagnostic sur cette situation? Merci pour cette question. Éventuellement, peut-être Cynthia Fleury sur... Oui, ben, il faudrait demander à nos institutions et nos tutelles pourquoi il n'y a pas de poste. C'est une question qui est là, c'est à partager pour tout, pour toutes les sciences humaines et sociales, et pas que la psychologie. Moi, j'ai quantité de jeunes doctorants, et pas que en psychopathologie, en anthropologie, en philosophie, en sociologie, et qui, de fait, il n'y a pas de poste. Donc, alors même que leurs compétences sont attendues dans quantité d'endroits, mais c'est ce que, par ailleurs, l'éthique du care et la philosophie du care ont bien montré, c'est que ces compétences, pendant très très longtemps, ont été dévalorisées, disqualifiées, considérées comme gratuites, éventuellement pouvant être chacun d'entre nous. Donc c'est un peu en train de changer. J'ai le sentiment d'un retour tout de même des humanités et alors pas des postes, mais parce que ça serait trop beau, mais allez, des chargés de mission, des contrats de chercheurs déterminés, à durée déterminée, mais c'est pas grave, ça s'appelle de l'entrisme et c'est important de se saisir de ces outils, mais c'est une problématique plus structurelle qui a été longtemps encore une fois, de dévaloriser un peu et de démonétariser les sciences humaines et sociales. Merci pour votre réponse. Vous voulez ajouter quelque chose, Tim ? Ben oui, dans d'autres systèmes, ça fait... C'est-à-dire que pendant de longues années, le système de santé mentale en France, la psychiatrie, a été dominé par des objets, ou c'est des personnes, ça s'appelle en France, qui s'appellent des psychiatres. Dans d'autres pays, par exemple, le petit île au nord de la Normandie, comment ça s'appelle? Celui qui a fait Brexit, c'est ça, Brexit. Brexit dans les CMP, les CMP qui sont pleins de professionnels, il n'y a pas de psychiatre. Il n'y a souvent pas un psychiatre du tout. C'est beaucoup plus d'autres métiers, donc typiquement ce qu'on appelle en France les infirmiers pratiques avancées, par exemple, et des psychologues, des choses comme ça, qui gèrent le fonctionnement. Et il va y avoir un psychiatre qui vient 2 après-midi par semaine
pour faire des choses plus délicates, pour prescription, pour ordonnance, etc., mais souvent privées. Souvent privées. Juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne dans d'autres pays. Bref, que le système soit accaparé par une médecine, c'est une erreur. La santé mentale, ça appartient à moi, à vous, à vous, à vous. Et l'empowerment de tous les citoyens est essentiel, même si tu n'es pas complètement d'accord, mais l'éducation à la santé et à la santé mentale, c'est essentiel pour tout le monde. On doit être tous géniaux à ce sujet-là. En France, vous passez des heures à bien manger, à faire la cuisine, à en parler. Vous êtes célèbre pour ça, c'est le meilleur pays au monde. C'est pareil pour la santé mentale. Est-ce que c'est clair? On va essayer de faire ça aussi bien. Monsieur. Oui, ça rebondit un petit peu sur ce que vous dites. Je me demandais, est-ce qu'il y a des travaux, des initiatives pour former, sensibiliser, alors je veux dire, les potentiels aidants, je pense notamment à la dépression, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, pour par exemple toutes les personnes qui sont en dépression, on reste encore dans une relation très bilatérale, moi mon psy, on va travailler avec son psy, et alors bon, je m'appuie aussi sur un exemple personnel où ma mère souffre de dépression, je fais depuis 15 ans, et à chaque fois je dis, le pire c'est qu'elle va travailler 1 heure, 2 heures avec le psy, puis elle va rentrer à la maison, et là, nous, on ne sait pas quoi faire, quoi lui dire. Et en fait, on ne sait même pas ce que c'est que la dépression. Et je me dis, je pense qu'il y a un vrai potentiel là d'apprendre à comment est-ce qu'on traite avec son père, sa mère, sa sœur. Et moi, je vois aujourd'hui, en tout cas personnellement, je n'ai jamais rien cherché, je n'ai jamais rien eu. Et on aurait pu imaginer que ma mère revienne en disant, voilà, en fait, on m'a donné des supports, voilà ce que j'ai, je vais t'expliquer, voilà comment il faut réagir. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses autour de ça? Merci beaucoup pour cette question. Oui, il y a énormément de choses. Non, je vais y aller rapidement, mais il y en a, si vous voulez, alors avec ce petit bémol que nous fonctionnons avec le consentement de la personne, hein. C'est-à-dire que il y a énormément de choses, faut-il encore que la personne s'intéresse à aller sur un support, regarder, assister à un cours, participer à un atelier, etc. etc. Donc sur les questions de la formation des aidants, si vous allez sur la chaire de philosophie à l'hôpital, vous allez trouver quantité de choses, par exemple de notes qui sont faites à partir de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels et qui donc vous racontent la biographisation de la maladie, où c'est des patients qui vous racontent leur expertise, etc., ou des médecins qui peuvent vous raconter aussi comment eux, ils sont médecins à un endroit et patients sur une autre question problématique de santé mentale à un autre endroit, etc. Donc, vous avez quantité d'outils aujourd'hui pour vous former. Mais on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ils ne sont pas institutionnalisés, ces outils, au sens où, à l'école, nous passons tous par des classes qui feraient un cours sur la santé mentale. La réponse est non. Ou on pourrait le faire aujourd'hui. Nous, on a mené, par exemple, quantité d'ateliers dans les entreprises. Mais encore faut-il que ce soit l'entreprise c'est elle qui nous l'a demandé en disant, écoutez, nous, on trouve que c'est important. Et il y a 2 grands sujets ces dernières années qui ont intéressé, enfin il y en a sans doute d'autres, mais notamment nous, la chaire de philosophie et l'Université des patients, c'est la question du cancer, et de la chronicité du cancer, et d'avoir des formations sur ces questions à l'intérieur des entreprises, et la question de la santé mentale, la question des addictions, la question des troubles alimentaires, la question des états anxieux, etc. Parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait une dégradation, le fameux burn-out, etc. Bon, donc ça, on fait beaucoup de choses. Donc oui, la réponse est oui, et donc vous pouvez tout à fait trouver, selon la catégorie dans laquelle vous vous situez, des guidances, des outils qui peuvent vous former. Mais effectivement, c'est toujours un effort à faire, comme vous le dites. Voilà, il y a des ressources qui existent, mais il faut faire l'effort de faire la démarche pour pouvoir être dans cette compréhension. Il y a aussi tous les programmes dont vous avez parlé ici, de pairs aidance, qui sont aussi des lieux de ressources pour ces situations.
Oui, tout à fait, pardon, très rapidement, mais effectivement, nous aussi, en tant qu'entreprise, pour le coup, et ça vient d'être dit, mais on essaye aussi d'agir en tant que tel, c'est un vrai sujet. Les aidants, on estime qu'en 2030, un salarié sur 4 sera en situation d'aidance, et donc nous, on est convaincus qu'on a une responsabilité aussi à les accompagner et justement à outiller ces personnes qui soit sont déjà en situation d'aidance, que ce soit de leurs enfants, soit de leurs parents, puisque ça marche évidemment dans les deux sens, et essayer au maximum, le plus possible, de les outiller, de les accompagner eux individuellement pour leur simplifier le quotidien, le rapport au travail, mais aussi de les outiller pour mieux comprendre peut-être les différents maux dont peuvent souffrir leurs proches, pour que justement ils se sentent aussi eux acteurs et qu'ils ne soient pas dans une situation de subir uniquement des situations personnelles, mais comment on les replace au centre aussi du dispositif en tant qu'acteurs, sans leur incomber la responsabilité derrière. C'est le juste milieu qu'il faut trouver, mais en tout cas nous, en tant qu'entreprise aussi, on mène des actions à destination de nos salariés. On a un accord qui vient d'être signé avec les représentants des organisations syndicales sur ce sujet pour accompagner les salariés aidants, et on estime que c'est aussi un rôle des entreprises. Merci, donc des choses se mettent en place. Maxime? Je dirais aussi, ça, je trouve que ça reflète un des problèmes également, c'est qu'in fine, il n'y a pas de vraie plateforme d'orientation globale en France. Là, par rapport à la grande cause, cette année c'est la grande cause, donc il va y avoir le site de la grande cause, mais il y a plein d'autres sites aussi, donc au final les gens se perdent pour savoir où trouver les contenus. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Et donc vous pouvez aussi voir sur notre site, il y a des choses si vous voulez, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une plateforme française de juste, voilà, si tu es déjà dans l'action, c'est dommage qu'à ce moment-là tu te perdes, petit 1. Et ensuite, non, un truc qui marche bien aussi, et, enfin j'en ai parlé cette semaine avec une de mes collègues qui maintenant en procure, c'est les thérapies familiales et multifamiliales. Ça, on n'y pense pas assez, et ça fonctionne super bien, les thérapies multifamiliales. Voilà. Ouais, à plusieurs familles, ouais. On est 5, ils sont 50 et il y a quelques personnes et ils s'autogèrent. Et c'est donc une salariée de la Maison Perchée d'ailleurs qui les procure, si ça vous intéresse. Merci pour ces pistes. Alors, il y a une question, le micro a été donné là. Il y a monsieur ici et madame ici ensuite. Voilà, donc monsieur, on vous écoute et puis ensuite le micro sera ici et ici. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette excellente table ronde, pour vos compétences, votre expérience, vos témoignages. C'est très touchant, ça nous fait vivre mieux. Je voudrais rebondir sur notre collègue australien. C'est vrai que nous les Français, on aime bien manger, on aime bien être autour de la table et on aime bien que finalement nos repas soient conviviaux. Et la convivialité, est-ce que vous pensez, pour nous ramener sur le sujet du lien avec la nature, pensez-vous que justement ce mieux vivre ensemble, il peut aussi être élargi aux autres espèces et que ça puisse améliorer notre santé mentale? Peut-il y avoir une convivialité avec les autres vivants? Absolument, absolument, absolument. En Australie, je fais le discours contraire. Je dis que les Français savent vivre aussi. Ok, ils sont nuls en santé mentale, mais en savoir vivre, savoir manger, savoir être autour de la table et passer un bon moment, vous faites ça pas mal quand même. Hein? Et c'est un moment génial, précisément, de bonne santé mentale. C'est un moment où l'esprit fait la tête, où on est entouré de gens, on est protégé, on s'occupe, on vérifie, on reconnaît, ah, t'as pas faim? Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est important que tout le monde sente que tout le monde va bien autour de cette table. Généraliser de ça à la formation en santé mentale, c'est une évidence. Je ne peux aussi qu'insister sur l'importance, non pas de rester dans la famille, mais de mettre plusieurs familles ensemble, de renforcer autant que possible la notion du village et non pas. Donc, un des grands problèmes de notre société ici, surtout à Paris, dans la banlieue, où les gens sont, les familles enfermées dans une petite tchic. Cassons tout ça, d'accord? On démolit tous ces immeubles et on crée des choses beaucoup plus collectives, ou beaucoup plus le modèle village, et de penser la société comme ça. Oui, effectivement, merci. Tim, une question ici? Ouais. Bonjour, merci beaucoup. Dr Michael Vampsarmager, je suis chercheur et enseignant en santé publique et sciences comportementales. Donc moi j'ai pas mal de...
certains connaissent mes positions ici sur pas mal de sujets, notamment philosophiques autour de ces enjeux-là. Pour le coup, la table s'appelle santé mentale. Angèle l'a bien fait au début, elle a distingué santé mentale et psychiatrie. Ensuite, on a parlé à 90% de psychiatrie. La table s'appelle santé mentale, pas psychiatrie. Donc déjà, c'est le premier point ontologique, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Comment est-ce qu'on peut parler d'une crise de santé mentale alors qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière? C'est le premier point. La définition s'élargit tous les jours. Aujourd'hui, tout est santé mentale. Donc ça, c'est le premier point vraiment de réflexion, c'est qu'on n'a pas de langage commun justement pour en parler. On dit santé mentale, c'est différent de la psychiatrie, et là, pour le coup, on parle quasiment que de psychiatrie, y compris les solutions qui ont été données concernent quasiment que les patients psychiatriques. Et pour le coup, le deuxième point qui va au-delà justement de ces problèmes de définition, donc Angèle en a parlé aussi en termes de prévention, le lien social. Le lien social, on sait que c'est extrêmement important, c'est le principal facteur de longévité. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour promouvoir le lien social quand on ne fait que du catastrophisme, c'est-à-dire quand on ne met en avant que les chiffres négatifs dans tous les articles de presse. Cynthia Fleury citait par exemple les rapports de Santé publique France, celui sur la santé des collégiens et des lycéens, met en avant qu'il y a, je ne sais plus, 12% des collégiens et lycéens qui sont à risque de dépression, à risque, et 85% des collégiens et lycéens dans le même rapport de Santé publique France qui se disent en bonne santé, dont un tiers en excellente santé. Comment est-ce qu'on fait justement avec ça pour faire agir la société quand on ne met en avant que le négatif, sachant qu'on sait que, comme Simone Veil le disait, seul l'espoir apaise la douleur. On sait que l'appel à la peur, ça ne marche que si on donne des solutions concrètes. Les solutions concrètes, elles ne sont pas là. Donc voilà, c'est vraiment ma question là, c'est pourquoi on ne met que les choses négatives en avant, sachant qu'on sait que ça paralyse plus que ça ne mène à une collaboration collective. Ok, merci pour votre question. Peut-être juste un bémol à apporter. On a au début de la table ronde justement voulu parler un langage commun, et donc on a voulu se mettre des mots sur ce problématique de santé mentale. Et je crois, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, de largement faire comprendre que cette santé mentale était très large. On a parlé d'approche à 360, on a parlé avec Maxime de témoignages directs sur les troubles psychiatriques, mais je pense qu'on a élargi, en tout cas c'était la volonté des acteurs de cette table ronde de le faire, donc j'espère que ça a pu être entendu aussi. Cynthia Fleury, je vous laisse peut-être répondre à monsieur. Ce que je disais, c'est qu'on a tellement élargi le concept qu'il y a tout et rien dedans. Donc en fait, si tout est santé mentale, c'est votre point de vue et je vous remercie de le poser, et je vais laisser Cynthia Fleury répondre sur la deuxième partie de votre question sur la négativité. Oui, c'est une question effectivement. C'est un des controverses assez classiques qui nous est souvent opposé à juste titre. Il y a des biais négativistes importants, donc ça on peut l'expliquer, ne serait-ce que pour des raisons purement... il y a une économie, si vous voulez, de l'attention qui est construite autour du biais négativiste. Donc ça fait plus d'audience, ça fait plus d'intérêt, ça vend mieux, etc. Donc il y a malgré tout ça. Et puis sans parler du fait que de manière évolutionniste, on peut aussi expliquer totalement pourquoi on a tendance à privilégier plutôt les biais négativistes que les biais plus positifs. Mais vous avez raison, moi j'ai plutôt toujours défendu, je suis très spinoziste là-dessus, donc les éthiques plutôt des passions gays que des passions tristes. Voilà, c'est vrai que nous ne sommes pas un peuple connu pour son enthousiasme débordant. Voilà. On ne va pas se mentir, et on mériterait, mais je pense que c'est lié, si vous voulez, à notre éducation, c'est lié, voilà, je pense que c'est absolument pas ontologique, heureusement, et que cette acculturation, ne serait-ce qu'à privilégier la coopération, l'empathie, le lien avec autrui plutôt que la compétition, la rivalité mimétique, etc., ça commence très tôt, et oui, on gagnerait à faire autrement. C'est une réponse un peu ouverte, mais parce que c'est un tel grand sujet, si vous voulez. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une autre question ici. Et si on a le temps, il y a un bras qui s'est levé, voilà, là-bas. Et si j'ai le temps, mais voilà, on n'a plus que 4 minutes, je ne suis pas sûre. On vous écoute, merci. Ici, oui, tout à fait. Alors, au-delà des magnifiques solutions que vous nous apportez en tant qu'acteur de la santé mentale, j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur des thérapies qui sont des thérapies assistées par psychédéliques qui sont utilisées en Suisse et à Genève. Merci pour cette question, effectivement. En France aussi, hein. En France, à Sainte-Anne, vous avez c'est dans le... À Sainte-Anne. En Suisse, elles sont plus légales pour le grand public. Oui, voilà. Mais... Ouais. Bon.
Est-ce que vous voulez répondre, Cynthia Non, Fleury, mais moi je peux simplement dire que dans le Maxime service du aussi, professeur Gaillard, il y a de fait, il y a des expériences. Donc il faut. Alors j'ai pas l'état de l'art, voilà, mais où on va sous substance, kétamine et autres, etc. Venir aider à justement lutter contre souvent des dépressions résistantes ou des addictions très très fortes et qui produisent des résultats tout à fait intéressants. Voilà, donc, mais je peux vous renvoyer encore une fois sur Sainte-Anne et sur une revue de littérature sur ces questions, parce que oui, et sans parler du fait qu'on a aussi toutes les expériences de transe qui sont aussi utilisées de plus en plus dans les neurosciences et qui démontrent aussi une certaine forme de validité. Effectivement, merci pour cette réponse. C'est vrai que pour l'instant, ça reste, vous l'avez dit, pour des cas de dépression résistante et ça n'est pas accessible plus largement. Non, mais moi, je dirais un gros attention. En fait, c'est que le début, on est sûr de rien. Ceux qui le font, c'est donc des traitements via l'hôpital. C'est pas ce qu'on achète dans la rue. Enfin, il y en a plein. Moi, j'en connais plus d'un des gens qui autour de moi qui ont essayé du coup et ça s'est fini en catastrophe. Moi, je mets un gros veto sur tout ce qui est psychédélique. Pour l'instant, je parle de thérapie. Hein. Ouais, même, oui, parce qu'en vrai, il y en a plein qui le font, c'est le problème en fait. Et donc c'est vrai que là, et merci pour cette question, parce que c'est un vrai chemin d'exploration qui mérite d'être cité là. Et c'est vrai qu'on rejoint finalement la première question qui a été posée ici, qui est de savoir finalement, dans tout ce marché, vers quoi on peut aller et vers quoi il vaut mieux éviter d'aller. Donc merci aussi. Merci de le suggérer et puis merci aussi de mettre ce bémol, et c'est comme l'autodiagnostic et l'automédication, un grand attention de ne pas aller vers entre guillemets n'importe quoi. Donc merci, et je voulais qu'on ait une dernière question. Il est 29, voilà, pour le jeune homme en blanc, on vous apporte le micro. Merci beaucoup. On a réussi à prendre énormément de questions. Je suis désolée pour vous, madame. Bonjour. Merci. Merci à tous de rester. Merci pour la conférence. Une question, je suis journaliste à l'Argus de l'assurance. Je m'appelle Maxime François. Une question pour madame. Par rapport à la nouvelle mouture du dispositif Mon soutien psy, qui était inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale, est-ce que vous pensez que cette nouvelle mouture permettra de redonner un souffle à ce dispositif qui était très peu pris en main, et par les professionnels de santé et par les patients? Deuxième question, quelle est votre contribution au dispositif Mon soutien psy pour la Massif, et éventuellement, j'aurais aimé savoir ce que ça représentait comparé aux prises en charge sur la séance de psy remboursée au premier euro que prenaient des gens en charge, les organismes, les assureurs avant. Voilà. Merci pour votre question. Lila Lebas, vous n'étiez pas sûre de répondre ou d'avoir... Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à votre question. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, donc je préfère ne pas dire de bêtises sur ce sujet, mais avec plaisir pour échanger, peut-être me mettre en relation avec la bonne personne à la Massif, puisque voilà, je ne voudrais pas... donner de fausses informations. Merci de le poser. Et Angèle, vous aviez éventuellement un début de réponse à proposer? Oui, juste Mon soutien psy, c'est 12 séances de psychologue remboursées chaque année à partir de 3 ans. Pour des troubles légers. Donc on n'est pas sur des pathologies psychiatriques, maladies psychiatriques, hein, mais c'est pour avoir accès à un psychologue. Et la France, pendant longtemps, ne remboursait absolument pas l'accès au psychologue, sauf si vous rentriez dans les centres médico-psychologiques et que vous étiez pris en charge par ce qu'on appelle le secteur. Donc c'est une avancée. Il n'y a plus besoin d'aller voir un médecin généraliste avant. Après, ça pose beaucoup de questions dans les autres pays qui ont fait ça. C'est vrai qu'il y a des référentiels de formation des psychologues, ce qui n'est pas encore le cas en France. Donc ça pose aussi la question des pratiques en fait, des psychologues. Ça pose aussi la question pour les personnes qui ont des troubles psy, pour le coup, qui eux, comment ils font pour accéder troubles psychiatriques, ouais, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce dispositif, il est assez restreint en termes de critères d'inclusion, même si c'est à partir de 3 ans. Donc il y a beaucoup de questions. Vous dites que ça ne s'est pas développé très vite. Après, ça vient tout juste de passer à 50 € la consultation. Avant, les consultations étaient vraiment à des tarifs qui avaient un peu... agiter, on va dire, les psychologues qui, du coup, ne voulaient pas rentrer dans le dispositif. Là, le fait que ça ait changé, qu'il n'y ait plus de passage par un médecin généraliste, c'est que le tarif soit augmenté. Il faut voir ce que ça donne. C'est tout récent, là. Voilà, donc il va falloir voir si les psychologues s'inscrivent massivement, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Mon soutien psy pour chercher
un psychologue dans le dispositif. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais je crois que ça augmente assez rapidement. Mais ça pose cette vraie question de l'accès aux soins, c'est-à-dire que voilà, comment est-ce que je fais pour avoir une première ligne d'accès et qui peut y rentrer? Est-ce qu'il y a des psychologues à côté de chez moi? C'est pas toujours le cas. On a 75 000 psychologues en France pour mémoire versus 15 000 psychiatres, donc c'est quand même voilà, il y a du monde au niveau des psychologues, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est quand même intéressant ce dispositif. Il faut regarder comment d'autres pays les ont bien connectés dans les parcours de soins, les psychologues. Il y a tout cet enjeu-là, et puis il y a l'enjeu des psychologues à l'hôpital, dont la situation n'est pas simple non plus en termes de rémunération, de positionnement, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des psychologues encore, mais ça c'est une première brique. Merci beaucoup. L'heure et demie a tourné. Je pense qu'on aurait pu continuer encore beaucoup à discuter, mais merci pour vos questions et votre attention. Merci. Et continuez de rêver.